Rebonjour ou bonjour à vous si vous n'enchaînez pas les vidéos. Je vous propose un deuxième café. Oui, je vais finir cette journée en tremblant. Oui. Mais je vous propose quand même un deuxième café parce que le café c'est bon. C'est génial le café. Merci pour tous les gens qui ont inventé et qui font pousser durement le café. D'ailleurs, on les exploite énormément pour ça. Donc merci. Je vous parle maintenant de manière totalement désorganisée comme la dernière fois. Je vous parle des années 80 jusqu'au virage du 21e siècle de manière désorganisée, donc pour traverser un peu l'évolution de l'école, un peu en impro entre mes notes que j'ai prises comme ça et les réflexions qui me viennent. Donc ça va être déstructuré. À nouveau, je vous balance un peu de café, un peu de lait, un peu de biscuit, un peu de sucre pour ceux qui prennent du sucre, des sucrètes pour ceux qui prennent des sucrètes, rapidement comme ça en fast-food, et vous sélectionnez ce que vous voulez pour essayer de nourrir votre dernière partie en écriant. Donc qui va concerner maintenant les années 80 jusqu'au virage du 21e siècle. Et donc c'est parti. Vous aimez dire souvent préciser l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 1981, donc avec Mitterrand, et vous associez ça souvent au retour de l'éducation nationale, au retour de l'EPS dans l'éducation nationale. En effet, le retour de la gauche au pouvoir est un symbole qu'on peut utiliser si c'est pour expliquer combien la philosophie de gauche et combien les idées de gauche vont impacter l'école depuis les années 80 jusqu'à même aujourd'hui, globalement. Avec par exemple la volonté d'aider les banlieues, la volonté d'aider les quartiers difficiles, la volonté de prendre en compte aujourd'hui les diversités, etc. etc. On est dans une mystique de gauche. Ça c'est Glaise qui écrit ça. On est dans une mystique de gauche, on est bien dans un référentiel de valeurs et d'idées qui sont plutôt de gauche et qui ont impacté grandement l'école. Voilà. Donc effectivement, 1981, retour de la gauche au pouvoir, création même du ministère, on en avait parlé juste avant, du ministère du temps libre. On est sur la volonté donc d'accompagner culturellement les jeunes par l'école, et tous les jeunes, y compris la diversité qui naît depuis la loi Abi, depuis qu'on a regroupé tout le monde dans un seul et même collège. Eh bien, ça fait émerger un public divers, parfois violent, comme on va voir tout de suite après avec les banlieues déjà dans les années 90, etc. etc. On fait émerger des zones sensibles dont on tente de s'occuper au mieux déjà à l'époque. Voilà. Pour ce qui concerne les lois qui vont dans le sens des congés payés, etc., etc., qui avaient déjà été à 4 semaines avec la loi, les accords de Grenelle en 69. Là, on a l'ordonnance de 1982 qui donne la 5e semaine de congés payés et plus de pouvoir d'achat à nouveau. On passe aussi de 39 heures de travail semaine en 1981 aux 35 heures en 1999. Donc qu'on connaît encore aujourd'hui classiquement dans le privé. Voilà pour la conception du travail du moment, qui est un nouvel argument que vous pouvez utiliser. On voit une mixité sociale évidemment dans les années 80 qui est liée à l'immigration portugaise, italienne, puis maghrébine sur cette fin du XXe siècle. On voit donc une mixité sociale, des disparités, des écarts, des inégalités qui commencent à se creuser. Et c'est dans ces périodes-là, des années 80 à aujourd'hui, qu'on entend les premières alertes sur les inégalités. C'est dans ces années-là que les premières enquêtes PISA, ça c'est plutôt au XXIe siècle, mais que les premières enquêtes autour de l'école vont montrer combien l'école creuse les inégalités. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Globalement, elles ont continué à se creuser jusqu'à aujourd'hui. On ne les a pas encore, ne serait-ce que ralenti, ces inégalités.
par l'école en tout cas. Donc on a voilà, un mélange des origines sociales dans les écoles, à l'université, etc., etc., etc. Et donc des disparités, une hétérogénéité, en même temps qu'un discours politique qui est très optimiste sur le XXIe siècle, où on pense que la diversité est une richesse et on croit, et on a peut-être raison de le faire. On croit que le vivre ensemble est possible. On est sur un regard posé sur le XXIe siècle, on change de millénaire, il y a quand même quelque chose de magique, il y a un grand virage qui arrive et on le regarde avec un peu les yeux qui brillent en se disant mais c'est la modernité, ça va être extraordinaire, ça va fonctionner. On est plein d'enthousiasme. Et accompagne cet enthousiasme beaucoup de réformes politiques et de l'école que je vais vous détailler un peu de manière déstructurée, comme vous le savez. Jacques Chirac, par exemple, supprime en 1996 le service militaire. Macron, dernièrement, quand il s'est fait élire, avait parlé du service national, etc., etc., de la réhabilitation du service national, etc. Jacques Chirac supprime le service militaire en 1996, ce qui donne une idée de la vision de l'autorité, de la vision plutôt de gauche, de la philosophie de gauche. C'est fini le service militaire, ça c'est la tradition, c'est l'autorité, c'est se lever à 5h du matin et faire son lit au carré, etc. On l'enlève. On va plutôt permettre aux étudiants d'aller à l'université plutôt qu'aller faire un an de service militaire. Voilà. On est dans la continuité de mai 68. Dans cette continuité, il y a aussi Ségolène Royal, qui fait plein de réformes. Les réformes royales de la fin des années 90, en faveur des jeunes défavorisés et des quartiers difficiles. On peut y lire, par exemple, dans les réformes royales, des phrases du type « faire du collège une maison pour toutes et tous ». Voilà. On a une métaphore du collège comme étant une maison, voilà, ouverte sur le monde. On enlève les barrières. On enlève d'ailleurs les clôtures. On ouvre les portes des collèges. Voilà. Aujourd'hui, avec les menaces terroristes ou autres, on ajoute des tourniquets. On ajoute des gars de sécu qui regardent dans les sacs. On ajoute même des militaires ou des policiers. Voilà. À l'époque, on ouvre les écoles. On est sur une ouverture toujours plus grande, ouverte, des écoles et de la culture. Au final, on veut une école qui soit ouverte sur la société. Et donc, si on ouvre l'école, on permet aux soucis et aux problématiques de la société d'y entrer facilement. C'est là où la violence va un peu exploser, où il va y avoir des problèmes de laïcité également. C'est là où la porosité société-école va être très grande, ce qui nous arrange quand on veut faire des arguments en écriant, puisqu'on va partir du contexte sociétal et politique pour dire que ça pénètre l'école. Voilà. Donc tant mieux. Donc ces réformes, je reviens à ces réformes royales. Par exemple, 1997, c'est la création des ZEP. On crée des fonds sociaux, on crée des heures de soutien scolaire, et donc les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. On commence à défendre les droits des enfants, on lutte contre les violences scolaires. Voilà, on crée tout un ensemble de dispositifs spécifiques sur les zones d'éducation prioritaire. Voilà ce qui me vient là. D'autres choses me viendront après, mais voilà ce qui me vient là. Une autre rêve qui me vient sans aucune transition et aucun rapport avec ce que je viens de dire. Une autre rêve me vient, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur l'utilisation des BD. Il y a une BD qui s'appelle Martine. En fait, c'est des éditions. À chaque BD, il y a Martine fait quelque chose. Martine à la mer, Martine à la montagne, Martine fait du cheval, Martine révise ses maths, Martine passe le CAPES. Et sur ça, il y a Vivier qui écrit un article qui s'appelle « Il était une fois les activités physiques de Martine » en 2012. Et il utilise la BD pour lui faire dire les représentations qu'on a de l'activité physique selon les années. En fait, Martine, ça s'est écrit de 1954 à 2004. Il y a 50 ans de Martine.
Et donc, elle a 50 ans, c'est pour ça qu'elle s'appelle Martine d'ailleurs. Il y a 50 ans de Martine, et donc il y a 50 ans d'exemples à utiliser pour illustrer l'image qu'on se fait de l'éducation physique, de l'activité physique, de la fille aussi. Voilà. Il y a Martine en ballerine, par exemple, qui fait de la danse classique. Il y a des anciennes BD où Martine, elle est un peu penchée en avant. On voit un peu ses fesses, alors que c'est une jeune fille. Donc il y a une sexualisation du corps de la fille dans l'activité physique. Voilà, il y a une représentation un peu machiste. Voilà, donc il y a plein de choses à dire. Il y a Martine qui fait du basket aussi. Tout d'un coup, hop, sportivisation, une fille fait du basket. Donc il y a plein de choses à aller voir. Je vous conseille d'aller lire ça. Mais je reviens sur les violences dans les banlieues. C'est un argument que vous pouvez suivre, la montée de la violence, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours aujourd'hui. On a des exemples de soucis de violence, jusqu'à Naël, jusqu'à l'épisode Naël par exemple, qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est un argument qu'on peut mener pour décrire le besoin de l'école et de l'éducation évidemment, l'importance de l'école et de l'éducation dans cette volonté de contrer ces épisodes de violence et les empêcher un maximum en prenant soin des jeunes. Les banlieues, ça commence, et les soucis avec les banlieues, ça commence à Vaux-en-Velin en 1979 notamment. Il y a déjà les premières manifestations, ou émeutes plutôt, il y a les premières émeutes à Vaux-en-Velin en 79, c'est à côté de Lyon. Après la mort controversée d'un jeune motard, les émeutes s'embrasent, et toutes les banlieues s'embrasent, et toutes les banlieues en France s'embrasent, comme on a vu avec Naël. Et puis il y a d'autres émeutes qui viennent ponctuer les faits divers. Par exemple, en 95, le film de Kassovitz, La haine, raconte aussi à nouveau un traitement un peu musclé de la police sur un jeune de banlieue qui fait éclater des émeutes. Là aussi, c'est une référence qu'on peut utiliser de la culture pop, parce que elle a marqué. C'est un film qui a marqué. On y découvre aussi l'ennui, on y découvre l'absence de structure et l'absence d'activité physique, ou même l'absence de culture dans les banlieues. Voilà, dans le film, on y découvre qu'ils ont brûlé le gymnase, il me semble, ou la bibliothèque, je ne sais plus. On y découvre l'écart qu'il y a entre la banlieue parisienne et juste ce qu'il y a de l'autre côté du périph'. On y découvre aussi que la boxe, c'est ce qui permet à l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. C'est ce qui permet de sortir de sa banlieue en étant bon dans l'activité physique ou dans le culturel, en faisant du rap, etc., etc. Donc on y découvre beaucoup de choses, on peut illustrer beaucoup de choses avec ce film, qui est un espèce de film reportage fait par Kassovitz, qui vient de là-bas, par Cassel qui vient aussi de là-bas. Cassel qui à la base est circassien, Cassel, et il est tombé amoureux du hip-hop, il fait du hip-hop, il est tombé amoureux du hip-hop quand il arrivait. Il travaillait déjà avec NTM, c'était amis, etc., etc. Bref, donc il y a une montée de la violence. Vous pouvez reprendre tous les événements donc, du 21e siècle ensuite, qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Chevènement, qui est un politique ministre de l'instruction publique du moment, dans Libération en 1999, parle de lutter contre les sauvageons. Voilà. Donc le Chevènement, c'est plutôt de droite, on va dire, dans un journal de gauche, qui parle de lutter contre les sauvageons. Donc il les appelle comme ça, un peu de manière caricaturale. Ces jeunes qui commencent à déborder et à être très violents. Voilà pour le contexte un peu politique. Et face à ça, l'école finalement est contrainte dans une société
où le chômage commence, où l'exclusion, les violences urbaines commencent, puisqu'on a largement terminé les 30 glorieuses. L'école est contrainte de repenser ses valeurs fondamentales et donc de réaffirmer la citoyenneté comme une priorité absolue. La citoyenneté, ça a toujours été la finalité, mais là, la citoyenneté, tout d'un coup, quand les banlieues brûlent, quand les inégalités explosent, la citoyenneté devient le fer de lance de l'école. Et aujourd'hui, il faut bien, dans la finalité, former un citoyen d'abord. Un citoyen, c'est-à-dire qui respecte des droits et des devoirs. Épanoui, ensuite, mais un citoyen. Voilà. C'est ce qu'on met en face symboliquement de ces problèmes de société. Donc en 1981, on a créé les ZEP. 1990, plan de relance des ZEP. On relance ce qu'on a créé pour le faire encore mieux. 97, relance à nouveau. 2006, c'est les RAS, réseau, je ne sais plus. Il faut retrouver. 2010, c'est l'éclair. 2011, c'est les dispositifs éclair. 2014, c'est REP+. 2015, c'est les ZSP, les zones de sécurité prioritaire. Voilà. On enchaîne, comme ça, les dispositifs et les prises en compte particulières de ces zones particulières qui deviennent problématiques. On y répond en y ajoutant des moyens, en y ajoutant des aides, des heures sup, des heures de soutien, des médiathèques, des city-stades. Ça peut être un argument dans la dernière partie. On y ajoute du sport, des occasions de faire du sport et de se dépenser plutôt que de brûler des voitures. On y ajoute des city-stades pour occuper la jeunesse aussi, par l'activité physique et sportive, pour calmer les mœurs. Voilà. Et on veut y ajouter aussi l'autorité. C'est pour ça que Fillon, par exemple, en 2005, sort la loi Fillon 2005, où l'objectif c'est reconstruire l'autorité, c'est cité comme ça. Il ajoute par exemple la note de vie scolaire au brevet. Voilà. Donc, fera partie du brevet une note de comportement, une note de vie scolaire, qui a été enlevée ensuite par Payon, par la loi Payon 2013, où on a enlevé cette note. Parce qu'on a considéré que c'était pas correct de mettre des notes de comportement. Donc là on est dans une mystique plus de gauche, on revient à gauche. On était parti un peu à droite avec l'autorité de Fillon, où on a tout d'un coup voulu évaluer de manière autoritaire le comportement. En 2013, on enlève cette note. Voilà. Voilà pour l'anecdote de l'autorité. Donc ça va aussi donc avec un débat pédagogique. Ce n'est pas que une volonté d'aider les quartiers difficiles, c'est aussi des réflexions pédagogiques autour de l'autorité. On vient d'avoir la conférence avec Mayeko sur l'autorité. Voilà, on est obligé de se poser beaucoup de questions autour de l'autorité, autour de la gestion des publics difficiles. Ubaldi, par exemple, 2006, là on peut l'utiliser en écrit 1. 2006, c'est l'EPS dans les classes difficiles. Voilà, donc on mène tout d'un coup, on crée beaucoup de réflexions, et des réflexions professionnelles autour de la gestion de ces quartiers difficiles, de l'autorité, de la violence. Voilà. Méard et Berton sont aussi des références que vous pouvez utiliser autour de la règle. Ils écrivent autour de la construction de règles dans les quartiers difficiles. Olivier Vors, que vous connaissez très bien, big up, écrit sur les publics difficiles également. Carole Sève, en fait tout le monde, les grands noms écrivent sur les quartiers difficiles et sur la prise en compte des publics difficiles dans ce 21e siècle. Et ça, symboliquement, ça peut être utilisé comme argument, évidemment, pour cette volonté de prise en compte. Je prends une petite gorgée. Voilà pour l'aspect violence, autorité. Et face à ça, on y met des moyens qui sont de l'ordre de la construction de règles, de la citoyenneté, du respect de l'arbitrage,
du respect des valeurs du vivre ensemble. En fait, on y met vraiment l'éducation physique et sportive. C'est là où nous, on est très bons. Enfin, c'est l'occasion de faire des super arguments. C'est que l'éducation physique et sportive, ça sert exactement à contrer... Enfin, en fait, c'est un super outil, potentiellement, pour contrer tout ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est impossible d'être violent, d'accepter une violence non légitime en sport co. Sinon, c'est le bordel. C'est pour ça qu'il y a un arbitre. Donc, du coup, en leur faisant vivre l'arbitrage, on espère qu'ils comprennent que c'est inadmissible, qu'un coup de boule n'a pas sa place, même si Zizou, malheureusement, et j'ai mal au cœur, nous l'a montré en 2006. Un coup de boule n'a pas sa place sur le terrain, ça fout le bordel. Voilà. Bref, et si on met le coup de boule, on doit s'excuser, comme l'avait fait Zidane. Grand homme, merci, merci. Et Marseille représente évidemment, Marseille bébé, tout ça, tout ça. Une autre chose qui devient très prédominante, c'est l'aspect santé qui revient. On en parle beaucoup aujourd'hui. Avec les 30 minutes d'activité physique, par exemple, ajoutées à l'école tous les jours aujourd'hui pour la santé, etc., etc. Avec le Covid qui nous a marqué, le Covid peut être un élément à utiliser dans une troisième partie aussi, comme épisode symbole, comme photo de la santé et de la prise en compte de la santé. On a donc des jeunes qui n'ont jamais été en aussi mauvaise santé qu'aujourd'hui, physique. Voilà. Toutes les études le montrent sur les comparatifs, par exemple, du temps sur un 800 mètres aujourd'hui par rapport à avant, etc., etc. On voit que les jeunes, aujourd'hui, sont dans une santé très médiocre. Et donc, l'objet de l'éducation physique, aussi, au-delà de la citoyenneté, c'est peut-être aussi absolument créer les habitus de santé pour une activité physique continuée plus tard. Et là aussi, tous nos textes officiels que vous connaissez maintenant bien vont dans ce sens-là. Voilà. Tout ça, donc ces nouvelles grosses finalités qui... En fait, elles ont toutes existé, hein, tout le temps. On a tout le temps fait de la citoyenneté, de la santé, etc., etc. On le voit. Mais à des mesures différentes dans l'histoire. Eh bien, dans ces nouvelles priorités, par exemple santé et citoyenneté, on voit un sport, au sens sport de la circulaire 62, qui en même temps que tout ça prend des coups médiatiques. On voit un sport business avec le dopage, les tricheries au Tour de France. On voit un culte de la performance. On comprend que le sport met à l'écart beaucoup de tous ceux qui ne sont pas de haut niveau. On a tous les reportages et tous les témoignages aussi des sportifs de haut niveau qui nous montrent qu'au final, c'est pas on doit pas être si envieux que ça, que c'est très difficile, que c'est parfois synonyme de dépression d'être un sportif de haut niveau à l'INSEP par exemple. Voilà, on voit même par exemple Ayrton Senna, 1994, le pilote, qui meurt en direct dans une course automobile. On le voit se prendre le mur, il meurt. Voilà. Donc le sport de haut niveau prend des coups, et fait que dans un moment où la télé apparaît dans tous les foyers, etc., fait que l'opinion publique autour du sport de haut niveau perd en qualité. On a moins envie d'y aller. On a plus envie d'aller vers un sport santé ou vers un sport loisir, etc., que faire prendre une licence à notre enfant dans un club de foot, par exemple, tout d'un coup. Aussi pour des raisons de violence et de problèmes de comportement, notamment, par exemple, dans les sports co comme le foot. Bref, le sport n'a plus trop la cote. Et d'autres activités commence à séduire l'école et à même réclamer, par exemple les banlieues réclament qu'on prenne en compte un peu plus leur culture, dans cette volonté de prendre en compte les cultures différentes, la diversité, de se rapprocher des banlieues, d'ouvrir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout d'un coup, le hip-hop peut faire l'objet d'articles dans la revue EPS, dans la revue APS. Tout d'un coup,
Le parcours, aujourd'hui, peut faire l'objet d'articles et peut être enseigné, alors qu'à la base, c'est Yamakasi, quoi. Le film de Zaytoun Yamakasi, je crois que c'est 2001. Tout d'un coup, le parcours, ça devient la classe, parce qu'on a vu le film, et donc on peut l'enseigner, et on fera du parcours au lieu de faire de la gymnastique. C'est possible, c'est possible. Le football, on va l'enseigner, mais on va enseigner le football au pied de l'immeuble de Maxime Travers, 1997. Voilà. Le football exploit sportif, le football, ou alors on va faire du futsal, ou alors on va aller même sur un city stade pour faire du football. On ramène la culture pop à l'école pour partir de l'élève, de là où est l'élève, mais pas le laisser là où il est. Voilà. Ça c'est Ubaldi 2006. Partir de là où il est sans le laisser là où il est. C'est ça, encore une référence qu'on peut utiliser pour parler du présent de 2006. Bref, on voit bien une volonté donc de prendre en compte la diversité jusqu'à modifier les textes officiels pour quelque part abaisser les standards ou alors faire en sorte que les nouveaux standards qui entrent à l'école soient les standards connus par les jeunes de banlieue, par exemple. Dans cette volonté de prise en compte toujours un peu plus du contexte local, on voit par exemple dans la loi de 1982, ça c'est un super argument aussi, l'obligation, d'abord le fait qu'on renomme les établissements scolaires comme des établissements publics, comme un établissement public local d'enseignement, EPLE, un établissement public local d'enseignement. Et comme il devient symboliquement, politiquement, un établissement public local, alors il doit s'adapter aux problématiques locales et il a l'obligation de créer un projet d'établissement qui normalement ne doit pas être qu'un truc vide, comme souvent on voit, avec des mots fumeux. Normalement, c'est spécifique, le projet d'établissement, aux problématiques locales. Donc si c'est un quartier REP+, le projet d'établissement doit être ultra aidant, ultra rempli de solutions pour ce quartier-là précisément. Voilà. La circulaire 1982, donc on est toujours dans une mystique de gauche évidemment, veut lutter contre l'échec scolaire. On peut lire aussi: le système éducatif doit assurer la pleine égalité entre les sexes. Ce qui suit ça, c'est aussi la loi Jospin 1989, la loi d'orientation, qui précise que l'élève est au centre. C'est depuis Jospin 89 que l'élève est au centre. Donc on veut prendre en compte politiquement tellement l'élève que ça y est, l'élève est au centre. Pas l'enseignant, pas le savoir, dans le triptyque, dans le triangle pédagogique là, de Hussein. Pas l'enseignant, pas le savoir, l'élève est au centre. On n'est même plus horizontal, l'élève est au-dessus. L'élève est au centre des préoccupations. Voilà. On crée aussi des textes comme le référentiel des missions de l'enseignant dont je vous parle. Il faut aller le lire aussi. Du 23 mai, c'est mon anniversaire. Si vous voulez me faire des cadeaux, allez-y. Le 23 mai 1997. C'était pas en 97 par contre. Le référentiel des compétences du maître qui nous dit que, par exemple, le professeur est conscient que son attitude et son comportement constituent une référence, un exemple, et il en tient compte dans sa manière d'enseigner. On peut lire ça. On réclame au professeur d'être un exemple pour ses élèves, parfois difficiles. D'ailleurs, les 3 finalités de ce texte du 23 mai 1997, c'est instruire, éduquer, former. Instruire, éduquer, former. Voilà. Donc instruire est un tiers des 3 finalités qui sont éduquer, former aussi. Éduquer, c'est le versant éducatif qu'on oppose donc aux jeunes, par exemple, difficiles.
Et former, c'est le versant orientation. Il va falloir qu'on les forme pour qu'ils sortent de l'école avec un emploi aussi. Dans cette grande période où le chômage commence à exploser. Voilà pour le versant très politique. En EPS, on continue à foisonner et à vouloir donc répondre à ces problématiques en créant par exemple la revue STAPS en 1980. Oui, j'ai fait un petit saut dans le temps. En 1980, on crée la revue STAPS. Le décret 81, donc un an après, réintègre l'éducation physique à l'éducation nationale. Comme vous le savez, comme vous le dites toujours. Et on va foisonner aussi du côté du baccalauréat, toujours dans cette volonté de prendre en compte la diversité et donc de faire réussir un maximum, notamment les élèves difficiles ou en difficulté. Le bac devient un bac en contrôle continu en 1983. C'est fini les épreuves uniquement mai-juin qui sanctionnent tout un lycée. Là, c'est un bac en contrôle continu en 1983. Donc dans un établissement qui, en plus de ça, commence à devoir créer son projet local, son projet d'établissement local, etc. Là aussi, on est sur une aide en fait qu'on veut apporter. On considère que le contrôle continu c'est plus adapté aux besoins des élèves parce que les faire réviser une année entière et les faire stresser pour un examen en mai-juin, on considère que c'est mettre de côté beaucoup de gens. Donc tout d'un coup, on fait un bac en contrôle continu. La circulaire du bac de 1983 en EPS donne 5 points sur la perf, donc le chrono, 5 points sur la technique, donc le but de maîtrise, 10 points sur les connaissances. Donc toutes les connaissances associées, par exemple au basket, il va falloir connaître les règles du basket, les modalités de pratique du basket, les dimensions du terrain du basket. Voilà. On a 10 points sur les connaissances, donc on a la moitié des points qui sont sur les connaissances. Voilà. On parle d'une EPS papier-crayon, une EPS qui commence à faire remplir beaucoup de fiches d'observation, à des profs d'EPS qui commencent à prendre 30 minutes des 2 heures de cours pour envoyer des connaissances, comme nous on fait avec vous en STAPS finalement. On est un peu entre le TD et le TP, dans une EPS qui, je vous rappelle, continue à vouloir se légitimer. Donc il faut enseigner, il faut être sérieuse, il faut être sérieux, pardon. Il faut enseigner des connaissances, des théorèmes, des théories, comme on fait en maths. Donc jusqu'à aller vers une EPS papier-crayon où les élèves s'assoient pour écrire. Voilà. Plutôt que bouger. En même temps que ces volontés on va dire d'intellectualisation presque de l'éducation physique et sportive et de la formation, on voit une suppression. En fait, si vous voulez, l'intellectualisation, le rehaussement des standards, c'est plutôt une mystique de droite, de sélection, de sérieux, de haut standard. Et en même temps, puisque la mystique principale qui est suivie politiquement, c'est plutôt une mystique de gauche, d'égalité, d'accès de tous, de prise en compte de la diversité, de réussite de tous, eh bien, on supprime le concours d'entrée en STAPS en 1995. Voilà. Là, je suis très caricatural quand je vous parle de gauche et de droite. Ne parlez pas de ça. Ne spécifiez pas dans vos copies. Gardez seulement les épisodes politiques. Ne placez pas un jugement politique ou de parti politique sur les choses. Mais en 1995, on supprime le concours d'entrée en STAPS, ce qui fait que maintenant tout le monde peut y aller, même si on n'est pas performant. Donc là, on finit de tuer la vision très sportive des enseignants d'EPS et de ce qu'on veut comme enseignants d'EPS. Voilà. Alors que les enseignants que vous connaissez les moins jeunes, eux, pour entrer en STAPS, quand ils étaient à votre place, ils ont dû faire des tests
des 800 mètres, des grimpées de cordes parfois même, pour pouvoir y entrer. Voilà ce que je voulais dire. En 2005, en texte officiel, dans l'ouverture culturelle et dans cette volonté de former un citoyen global avec plein de finalités, c'est en 2005 qu'on crée le socle commun. On crée vraiment le socle commun en 2005, dans le BO de 2005. Et on crée en même temps, en 2005, la CC5. C'est le champ d'apprentissage 5. Voilà, c'est en 2005. Toujours dans une ouverture culturelle, où finalement le champ d'apprentissage 5 est un super argument pour prise en compte de la santé, puisqu'on crée un groupe d'APSA qui vise uniquement la prise en compte de la santé, philosophiquement. Et en même temps, la culture des élèves. Par exemple, quand on est en banlieue, il y a des fitness parks à Paris, dans le 93, il y a des fitness parks à tous les coins de rue. Fitness park, c'est très Paris. Ailleurs, c'est Basic Fit, par exemple. En province, bref. Tout d'un coup, quand il y a des fitness parks qui foisonnent partout et qu'on y voit des jeunes de 16 ans qui y vont en écoutant du rap, en ayant un peu une imagerie comme ça du costaud américain, du rappeur américain, etc., casquette à l'envers, etc., on propose une activité physique qui est la muscu à l'école, avec un champ d'apprentissage orienté santé ou même orienté hypertrophie. Donc on propose exactement l'activité physique que réclame ou qu'aimerait faire l'élève en s'identifiant à ses chansons et ses clips de rap. Voilà. Donc c'est à critiquer philosophiquement, parce qu'il y a aussi le versant féminin. On propose aux femmes, aux jeunes filles, par exemple de s'affiner, et elles vont pas le dire, mais elles vont se représenter les filles d'Instagram et les filles aussi des clips de rap qui sont dans des postures critiquables, en tout cas qu'on n'a pas envie d'enseigner à nos enfants. Mais c'est dire jusqu'à quel point on se calque on a la volonté de se calquer sur la culture populaire, voilà, à l'école. Évidemment, tout ce qui est trop critique, ne le mettez pas dans vos copies. Là, on est au café. D'ailleurs, je vais reprendre une petite gorgée. Là, on est au café, donc j'ai une parole libre. À l'écrit du CAPES, vous êtes au concours de l'éducation nationale, donc vous n'avez pas une parole libre. Toutes ces influences, toutes ces volontés d'ouverture culturelle, de prise en compte de la diversité sont à nuancer quand même. Grâce aux articles de Combaz et Wabian, par exemple en 2009, Quelle culture corporelle à l'école en France, qui nous rappelle que la polarisation des enseignants est toujours sportive. Globalement, on reste des enseignants de sport qui parfois sont entraîneurs à côté, qui parfois sont maîtres nageurs à côté, qui parfois font des colonies de vacances sportives à côté, et donc qui continuent à avoir une culture très sportive et à programmer des activités physiques classiques, chant 1, chant 4, athlé, gym, natation, sport co, badminton, plutôt que step, danse, art du cirque, escalade, par exemple. Et il y a même dans ces articles que je vous invite à lire, on peut y voir que il n'y a pas d'excuse de moyens ou d'installation. Souvent les enseignants vont vous dire j'ai que un gymnase de type C, donc je fais du volleyball. Mais si on pose la question aux enseignants, c'est ce qu'ont fait les auteurs dans certains articles. Si vous aviez tous les moyens, quelle serait votre programmation idéale? Ils nous remettent en grande majorité le triptyque de base et les activités classiques. Ils mettent pas on va faire art du cirque et tir à l'arc. Art du cirque, tir à l'arc, il y a une bonne interdisciplinarité à faire avec l'histoire, parce qu'on est vraiment sur du Moyen-Âge, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, bref. Désolé pour les tireurs à l'arc, tirez-moi dessus la prochaine fois que vous me voyez, mais c'était qu'une blague.
Je viens en cuirasse la prochaine fois, à mon prochain CM. L'évaluation continue d'évoluer, puisque on passe en 1983 sur une note où il y a 25% de la note sur la perf, 25 sur la maîtrise, donc là on est vraiment sur but de perf de maîtrise, 25 sur les connaissances, on a réduit les connaissances, 25 sur l'investissement. C'est très équilibré. Puis on arrive en 1999 sur le livret de compétences. Et aujourd'hui, on est clairement sur les compétences avec la notation qui a disparu, etc., etc. Voilà un peu pour une photo de l'évaluation, de l'évolution de l'évaluation. Pour l'anecdote, Fortune, en 2008, celui qui écrit sur le barème Le Tessier, nous rappelle que jusqu'en 2007, on utilise le barème Le Tessier. Voilà. Ça arrive. Donc vous voyez, là, on parle de ce qui est foisonnant, on parle à chaque fois. Là, tout ce que je vous dis, c'est l'innovation, c'est le temps zéro des idées à chaque fois. Mais sauf que le souci en histoire, c'est que les choses durent dans le temps. Et donc, si on invente le barème Le Tessier en 57, on l'utilise encore 50 ans plus tard, quoi. Voilà. Là, on a décidé en 2015 d'enlever les notes au collège. 10 ans après, il y a encore des notes au collège. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une nouvelle réflexion autour de la conception du corps pour ceux qui aiment, comme moi, utiliser le corps comme indicateur, comme analyseur qui serait présent et qui change. La conception du corps, en fait, change dans toutes les parties. On a un corps mécanique qui est fait de poulies, etc., dans les premières années. Puis, parce qu'on se base sur l'anatomie, voilà. Puis émerge la physiologie. Et dans ce cas, on considère le corps comme une machine à vapeur qui produit de la chaleur, qui produit des vapeurs d'ailleurs, de la transpiration, qui produit de la chaleur, qui a besoin d'être alimenté en énergie, etc., etc. Puis émerge la psychologie, donc on a un corps sensible qui a des choses à raconter, qui a des émotions. Aujourd'hui, on a un corps image, ça peut être une problématique pour la dernière partie, un corps à mettre en scène sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Un corps esthétique. Et l'esthétisme, c'est un des mobiles en musculation. Un des premiers mobiles qui était donné en musculation, c'était l'esthétisme. Voilà. Aujourd'hui, on a un corps dont on permet en EPS de viser l'esthétisme pour préparer son summer body, quoi. Quelque part. C'est un peu ça. Donc ça va en lien avec le selfisme, les réseaux sociaux, le fait de se prendre en photo en train de tout faire, de se mettre en scène. Et je suis en train de dire ça en créant ma chaîne YouTube pour vous et en vous parlant comme ça face cam. Voilà. Heureusement que j'ai fait ma séance de muscu avant, sinon j'aurais pas fait la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, bref, on peut se questionner sur un lien avec le corps à mettre en scène et sur ce qu'on en fait en EPS. D'autant plus que le BO 2013 nous demande de nous réclame d'utiliser les TIS, le numérique, et que tout d'un coup on prend en photo les élèves, on leur permet de se filmer, on leur permet de sortir leur téléphone alors que Blanquer a interdit le téléphone au collège. Il y a beaucoup de choses qui questionnent quand même. Voilà. Bref, cette volonté de prendre en compte le bien-être, le corps, un corps qui prend du plaisir aussi, un corps qui jouit presque en EPS, c'est la suite un peu des revendications de mai 68, peut aussi se développer et s'argumenter avec le groupe de l'AEPS, qui est un groupe d'enseignants d'EPS qui réfléchissent, qui ont créé le groupe Plaisir. Voilà, c'est ce qu'on a vu en écrit 2, mais là on peut l'utiliser en écrit 1, puisqu'en 2002 on crée le groupe Plaisir avec Gagnère, Lavie, Aïe, les trois principaux qu'on a vus dans mon CM en écrit 2. On crée le plaisir et on crée le groupe Plaisir, et on va réfléchir tout d'un coup à comment faire ressentir du plaisir en EPS à nos élèves
qui se désengagent, qui ont des rapports à l'autorité difficiles, qui ont une santé très fragile, très dans le déclin, voilà, qui vont au KFC juste avant de venir en athlée, ou juste après, encore pire. Enfin, quoique, je ne sais pas si c'est mieux avant ou après. Tout d'un coup, on va se questionner sur le plaisir, à nouveau, tellement on a envie de prendre en compte et on se soucie de chacun. Voilà. Ce qui est à nouveau une spécificité de l'EPS. Votre café a eu le temps de refroidir. On en a terminé pour une réflexion très rapide allant des années 80 au début des années 2000. Je vous laisse vous resservir un café, ou alors je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.